Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler avec toi, Philippe Lévesque, d'un sujet très intéressant pour reprendre de l'autonomie, reprendre du pouvoir sur nos vies. C'est ce que toi tu appelles l'éco-frugal. Alors tu as écrit le guide éco-frugal aux éditions Marabout et tu es en train de monter des rencontres éco-frugales partout en France. Et d'abord, je voulais savoir, parce qu'il y a de plus en plus de transfuges, de gens qui s'intéressent à ça. Il y a quelques années, tu travaillais dans une banque d'investissement. Comment d'un coup tu as quitté ce poste-là en banque d'investissement pour t'intéresser à l'éco-frugal et aller à la rencontre de tout un tas d'initiatives sur ce sujet? Alors, il y a plusieurs facteurs quand on prend une telle décision. Généralement, c'est multifactoriel. En gros, j'avais envie d'entreprendre, de faire des choses par moi-même. J'avais envie de changer le monde et aussi, j'avais fait le constat que l'argent est un peu le nerf de la guerre. L'argent fait partie du problème en banque d'investissement, mais c'est notoirement connu. On a eu énormément de problèmes d'argent toxique, subprime, ce genre de choses. Mais l'argent peut faire partie de la solution si on l'utilise comme signal d'information qui permet de flécher les solutions. Alors ça paraît un peu abstrait, mais je donne quelques exemples. Concrètement, ça veut dire qu'il y a énormément de solutions qui sont à la fois économiques et écologiques. Et moi, à titre personnel, je me suis aperçu que je réduisais mon impact environnemental et que je faisais des économies. Et donc le but d'EcoFrugal, c'est de montrer que l'argent peut être un facteur positif et incitatif de changement en mettant en avant des solutions qui sont bonnes pour le pouvoir d'achat et la planète. Le fait, finalement, c'est là où c'est intéressant, qu'il y ait de plus en plus, au-delà de la classe moyenne, de gens qui sont en précarité, qui sont en difficulté, et de l'autre côté, qu'il y ait des gens qui aient de plus en plus une conscience écologique, éthique, et de leur impact sur l'environnement. Comment toi, tu arrives à, il n'y a pas vraiment de typologie, mais à considérer le facteur commun entre toutes les personnes qui commencent à organiser et à participer à des rencontres éco-frugales? S'il y a quelques points saillants, c'est lesquels? Alors, l'appétit en fait de tout le monde pour vivre mieux est présent. Tout le monde a envie d'agir pour l'environnement, à condition que ça ne leur coûte pas plus cher. Donc il y a consensus là-dessus. Donc la question, c'est pas de savoir si les gens veulent le faire. La question, c'est leur permettre de le faire, d'apporter les solutions. Et donc il y a plusieurs manières de rentrer dans l'écofrugalité. Ça peut être via l'économie. Donc parce que j'ai besoin de faire des économies, je suis étudiant ou j'ai besoin d'avoir des revenus supplémentaires. Le covoiturage est un exemple, ça permet soit d'avoir des revenus si on est conducteur, soit de faire des économies si on est passager, soit via l'écologie parce qu'on a envie d'agir pour l'environnement, on a vraiment envie de réduire son empreinte écologique. Et puis souvent les deux sont combinés. Et puis des fois on commence pour des raisons économiques, on s'aperçoit qu'on améliore sa qualité de vie, qu'on gagne en sociabilité parce que le lien social est augmenté et on va continuer pour des raisons de sens et de réduction d'impact. Donc il y a plusieurs moyens de rentrer dans l'écofrugalité, mais en gros tout le monde est intéressé par l'écofrugalité et tout le monde fait déjà de l'écofrugalité sans le savoir. Que ce soit la consommation collaborative qui explose, je pense au premier site aujourd'hui de réemploi en France, c'est Le Bon Coin. C'est l'acteur principal en France de recyclage finalement. Il y a des tas de solutions qui sont déjà, que les gens ont adoptées, qui sont écofrugales. Ça peut être le fait maison. Ça peut être le zéro déchet, qui est une tendance de fond qui ne cesse d'augmenter. Ça peut être le réemploi, enfin tous ces phénomènes, les recettes de grand-mère. Tous ces phénomènes ont pour caractéristique à chaque fois d'être économiques et écologiques. Et le mot écofrugal, en fait, désigne toutes ces solutions qui sont hétérodoxes, mais qui ont pour caractéristique à chaque fois d'être bonnes pour la planète et pour le pouvoir d'achat. Il y a quelque chose qui est super intéressant dans ta démarche, c'est qu'il y a tout un champ d'activités, notamment des grands groupes industriels, qui s'intéressent de près à ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie en circuit fermé, les cycles en cascade, etc. Toi, tu considères qu'en fait, c'est le public, c'est les consommateurs, c'est les clients, qui sont acteurs de leur consommation et qui donc vont disséminer des bonnes pratiques par club, entre guillemets, un peu comme les clubs Tupperware à l'époque qui disséminaient un produit. Toi, tu dissémines une nouvelle manière de consommer. Ouais. Comment, finalement, cette prise de pouvoir citoyenne sur l'acte de consommation peut aussi changer la structure des entreprises? C'est-à-dire,
dans une économie, la vision en gros de ton économie éco-frugale, petit à petit, c'est qu'au local, on va pouvoir reprendre du pouvoir sur notre manière de créer notre énergie, notre manière de nous alimenter, notre manière d'éduquer nos enfants, etc. D'où te vient cette conviction que c'est seulement dans le cœur nucléaire social du quartier, du voisinage, du travail, le plus direct ou de la famille, qu'on va pouvoir changer la donne? Et est-ce que finalement, tu te sens concurrent ou partenaire de cette dimension très entrepreneuriale et très industrielle de l'économie circulaire? Alors, tu disais à l'instant au cœur du réacteur, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en travaillant dans une banque d'investissement, j'étais dans la salle des machines du capitalisme. Et ça m'a permis de comprendre une chose, c'est que l'argent est un facteur sur lequel tout le monde prend ses décisions, que ce soit les entreprises, mais les individus. Ça peut être gênant pour certaines personnes, mais le rapport à l'argent n'est jamais neutre. Et l'argent nous conditionne dans nos prises de décision. Autrement dit, si on flèche les solutions, c'est-à-dire que si les gens commencent à les adopter au niveau individuel, là je parle de changement par le bas ou de changement ascendant, eh ben, les institutions, les entreprises sont obligées de suivre. Donc les deux sont absolument pas compatibles. On a à la fois un changement ascendant, par le bas, et un changement par le haut, qui peut être un changement institutionnel, un changement réglementaire, un changement de l'offre des entreprises, et ces deux tendances vont converger. Mon sentiment, c'est que l'approche par le bas, par le citoyen, est plus puissante. Pourquoi ? Parce que les freins au changement sont moindres. Parce qu'il n'y a pas de lobby au niveau des individus, et parce que la logique d'éco-frugal, c'est de trouver son intérêt personnel, son intérêt propre. Quand je suis éco-frugal, ça veut dire que j'y trouve un gain soit en termes de pouvoir d'achat, soit en termes de santé, de qualité de vie, de bien-être, d'environnement. Donc j'ai un bénéfice personnel. Ce bénéfice personnel, personne ne peut me le retirer. Au passage, ça permet de contrecarrer l'objection traditionnelle au développement durable, qui est de dire « mais à quoi ça sert de faire quelque chose si les autres ne font rien ?» Ou alors, à quoi ça sert de faire quelque chose puisque les Chinois sont 1,3 milliard et qu'ils vont continuer à se développer? Ce que je fais, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pas du tout. Parce qu'avec la démarche éco-frugale, on tire un bénéfice personnel. Et ce bénéfice personnel, on ne pourra pas nous le retirer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se réapproprier le cours de nos vies. C'est de montrer que voilà, tout ne passe pas forcément aussi par une relation marchande et qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire au niveau d'un immeuble, au niveau d'un voisinage, au niveau d'une entreprise entre salariés. Et ça, c'est aussi une manière pour les gens d'en tirer une satisfaction, d'en tirer de la fierté. Peut-être un exemple concret, réparer un objet chez soi. Ça donne une satisfaction incroyable. C'est absolument étonnant. On découvre, on s'aperçoit qu'on est capable de faire quelque chose qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Et ça donne une satisfaction qui dépasse la satisfaction économique. C'est le fait de reprendre quelque part le contrôle de nos vies à travers finalement les objets qui nous entourent. Donc cet aspect-là, ces deux aspects sont importants, le changement par le bas et par le haut. Et de cette philosophie un peu du bonheur finalement, de se réapproprier les choses, de s'autonomiser face à son mode de vie, face à la société. Il y a aussi quelque chose de fascinant, c'est que depuis quelques années, alors là, ce qu'on appelle la juga d'innovation, l'innovation frugale, on arrive à comprendre que dans des pays qui, techniquement, sont encore en voie de développement et n'ont pas les mêmes moyens, la même maturation industrielle que la France, par exemple, il y a des innovations majeures qui sont trouvées avec des moyens extrêmement réduits par justement cette innovation de la frugalité. Est-ce que tu as 2-3 exemples qui te semblent pertinents et qui peuvent servir à un pays comme le nôtre, où justement, parce qu'il y a un problème de base à régler dans un univers de frugalité, on a réussi à faire des innovations de rupture qui ont servi à une masse critique de gens? Alors, des exemples, il y en a plein. En passage, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose de très important. C'est le dialogue nord-sud. Ça va dans les deux sens, nord-sud, sud-nord. C'est-à-dire qu'on a énormément de choses à apprendre des pays émergents, et les pays émergents doivent apprendre de nous. En gros, un exemple assez probant. Shanghai ou Pékin, il y a 25 ans, il y avait des vélos partout. Ils ont foutu toutes les pistes cyclables, enfin, ils ont éliminé le vélo, il n'y a plus de pistes cyclables. Et d'ici 5 ans même, ou dès à présent, je suis prêt à parier qu'ils vont se remettre à construire des pistes cyclables. S'ils avaient observé ce qui se passe chez nous, ils auraient pu éviter ce gaspillage d'énergie, de ressources et gagner du temps. Inversement, nous,
On peut s'inspirer de l'Afrique dans le cadre d'un réseau d'électricité qu'on appelle distribué, décentralisé, parce que ça permet en fait d'avoir des infrastructures plus résilientes et sont des infrastructures alimentées à partir d'énergie renouvelable. Et donc quelque part, l'Afrique, l'Inde où l'énergie solaire se développe à vitesse grand V, sont des exemples pour nous Européens. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit le Nord ou le Sud, pour moi, l'écofrugalité, c'est satisfaire ses besoins, ses envies avec une économie de moyens. Donc ça peut être aussi bien impliqué à l'échelle individuelle qu'à l'échelle des entreprises. Une économie de moyens, c'est une économie de ressources, de matières premières, et c'est aussi une économie financière. Et tout le monde est intéressé par l'optimisation, tout le monde est intéressé par la lutte contre le gaspillage. Donc en fait, on se retrouve tous quelque part dans ces aspirations. Et c'est au passage un des intérêts de l'écofrugalité, c'est un sujet consensuel. Parce que le gaspillage, ça fait plaisir à personne. En quoi ça consiste concrètement une rencontre écofrugale? Alors, une rencontre écofrugale, c'est un atelier collaboratif de partage de bonnes pratiques à domicile. Le but, c'est très simple, c'est d'accélérer l'adoption de nouveaux modes de consommation, des modes de consommation qui permettent de vivre mieux, de faire des économies. Et c'est parti d'un constat, comme je disais précédemment, c'est qu'on a tous déjà une partie de la solution, on fait tous déjà de l'écofrugalité sans le savoir. Et donc, le principe d'une rencontre écofrugale, en général, il ne faut pas être plus de 10 personnes, c'est que pendant 2 heures, on va choisir des sujets parmi qui sont cités dans le guide écofrugal, et le mieux-disant va prendre la parole de manière à tirer tout le monde vers le haut et donner envie au groupe d'adopter sa pratique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le groupe, il y a probablement quelqu'un qui a entrepris de réduire son gaspillage alimentaire. Il va pouvoir partager ses conseils et astuces. Il y en a un autre peut-être qui a réduit sa facture d'électricité. Il va pouvoir partager ses astuces. Un troisième est un pro d'économie collaborative. Par exemple, pour le babysitting, il utilise un site de troc de garde. Donc, il va partager ses bons plans. Et en fait, de cette manière, on accélère l'adoption de nouvelles pratiques. Grâce à la confiance, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la confiance numérique, mais la confiance c'est d'abord des gens ensemble, une unité de lieu, une unité de temps, et qui partagent un intérêt commun, c'est-à-dire trouver des solutions dans un climat de bienveillance et de convivialité. Et après, il y a un vrai sujet, et on en terminera par là, mais ta vision de l'écofrugalité est aussi une forme d'écologie politique. Et on est dans un pays où l'écologie politique est très ancienne, et pour autant on n'a jamais vraiment pris dans le champ des institutions, et puis même dans les cœurs finalement des Français. Et là, j'ai le sentiment, avec tes rencontres écofrugales que tu es en train de monter un peu partout, qu'il y a la volonté, au-delà du fait d'essaimer, d'arriver à trouver par les solutions, par le partage de bonnes pratiques, finalement par le réel, par le concret, quoi, ce que les politiques n'ont jamais réussi à trouver par les idées, c'est-à-dire un modèle d'action qui va nous pousser, et j'en viens à ma question, à un modèle plus coopératif. Est-ce que finalement, dans le monde dans lequel on vit, où, tu l'as vu quand tu étais dans les banques d'investissement, c'est un monde compétitif, où chacun doit, entre guillemets, se positionner, où on préfère extraire la valeur des gens plutôt que la développer, est-ce que finalement l'écofrugalité, c'est pas révolutionnaire par rapport à ce système-là? Comment toi, tu vois l'articulation des deux pour que d'un côté, le système productif, on va dire capitaliste, arrive à changer, mais que les valeurs changent aussi? Comment tu penses que les citoyens peuvent vraiment imposer leur pouvoir sur les valeurs? Alors, tu mentionnes le terme révolutionnaire. En fait, c'est plus une transition qu'une révolution, puisqu'en fait, on fait tous déjà de l'écofrugalité. En fait, l'écofrugalité, c'est pas un grand lendemain, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est pas une destination, c'est une démarche. Donc en fait, on est tous déjà en train de faire de l'écofrugalité consciemment ou inconsciemment. Donc de ce point de vue-là, voilà, parce que je pense que les révolutions, je ne suis absolument pas contre, mais révolution, c'est aussi beaucoup de destruction. Et que, un exemple très concret, on parle des monnaies complémentaires, puisque je suis un ancien banquier, et des devises comme l'euro, le dollar, il est évident aujourd'hui que s'il y a une crise grave du système bancaire, ça pourrait être l'occasion de faire la révolution
et de partir sur un nouveau système monétaire et bancaire, le problème c'est qu'on n'est absolument pas prêt. Et c'est qu'entre-temps, il y aura un désastre, il y aura des familles, il y aura des désordres sociaux, des conflits extrêmement graves, et ce sera beaucoup de souffrance et de mort. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut prendre le système tel qu'il est actuellement et le réformer de l'intérieur au fur et à mesure, à notre rythme. Et derrière, le haut devra suivre, parce que le haut, c'est quoi le but d'une entreprise? C'est de satisfaire des besoins, satisfaire des envies, certes en créant toujours plus de désirs, mais l'écofrugalité, là aussi, pour tempérer ces désirs et réorienter ces actes de consommation, mais pas seulement, des pratiques, vers du lien social, vers du partage et vers de la collaboration. Alors, c'est pas forcément désintéressé, puisqu'on sait qu'en mutualisant, on va vers son voisin, on va pouvoir mutualiser, on va partager, mais on peut le faire pour des questions matérielles au départ, mais en chemin faisant, comme je disais au début, on va découvrir son voisin, et puis on va découvrir son voisinage, on va découvrir son quartier, et on va s'apercevoir qu'on est mieux comme ça, qu'on est mieux maintenant qu'avant. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche progressive, et cela alors de révolutionnaire, c'est qu'elle est en fait insidieuse, c'est-à-dire qu'elle agit par capillarité au niveau des individus, et elle remonte un peu comme des infiltrations dans un mire qui vont remonter progressivement. Et pour finalement la vision finale d'un système écofrugal, c'est peut-être aussi de recréer de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, du lien social, donc aussi, entre guillemets, d'aplatir une démocratie qui est quand même encore jugée comme très verticale, par la délégation, par exemple. Et peut-être, dernière question, sur la démocratie participative et directe, dans le cas, par exemple, de la politique locale, à l'échelle d'une région, d'une ville. On voit notamment en Allemagne qu'il y a des coopératives de citoyens qui veulent récupérer le marché de la production d'énergie, la produire de manière coopérative, l'échanger. C'est possible aujourd'hui, à New York, ils viennent de sortir un quartier entier où on peut produire de l'énergie et la revendre en blockchain entre voisins. Est-ce que toi, tu considères que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui donne un cadre suffisant au mouvement écofrugal pour changer la donne, ou est-ce qu'il va falloir qu'à un moment donné, le mouvement écofrugal aussi s'appuie sur ces valeurs pour modifier la démocratie en profondeur? Alors, actuellement, le système est imparfait, hein, c'est pour ça qu'on est tous aussi en quête, en recherche. Tout le monde est insatisfait. Je pense, encore une fois, il est déjà possible dès à présent de faire des choses comme tu le mentionnais. Il y a des coopératives, l'économie sociale et solidaire, le Mondescope, tout ça est en train d'émerger. Et c'est une alternative aussi à l'économie ultralibérale où c'est l'actionnaire qui donne le ton. Et l'actionnaire, on sait que voilà, il est à court terme, mais ses objectifs ne sont pas alignés sur le reste des consommateurs, des salariés. Donc, je crois que on peut agir dès à présent. Les cadres, les infrastructures existent déjà, parce que pour collaborer à l'échelle d'un territoire, d'un voisinage, on peut déjà le faire. On pourra aller plus loin demain avec des nouveaux outils, comme tu mentionnais le blockchain, qui permet d'éviter d'avoir des acteurs hégémoniques. Hein, je pense à Uber ou Airbnb qui viennent quelque part détruire l'économie du partage. Donc on va créer des nouveaux instruments, ça c'est sûr. La technologie fait partie de la solution, mais en même temps je ne voudrais pas avoir une vision technoscientiste qui pourrait faire croire que la technologie va résoudre tous les problèmes. La technologie va résoudre les solutions, mais je crois tout simplement que l'intelligence, elle est déjà là. En mettant en réseau, en partageant ses connaissances, en s'échangeant des services, des biens, on peut agir dès à présent. Super, écoutez, c'est une vision vraiment positive et en même temps active. Ça arrive à rien nous arriver de bien si on ne fait rien. Et donc, si vous voulez rejoindre finalement ce mouvement, parce que c'est un mouvement coopératif que tu es en train de monter avec ces rencontres écofrugales, vous pouvez télécharger le manuel des rencontres écofrugales que tu as mis en place avec la Maïf. Voilà. Et à bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.